Thank you very much for having me. This is a subject which is incredibly interesting, and we have about half an hour to have an informal discussion. This is a small group of people, so I'm going to keep the discussion really quite focused on what we have to talk about, which is the importance of consumerization and how it affects health and care systems. And I hope you're going to enjoy it, because I think I better start with some context, however. Okay, so let's give some context to what we're talking about, because just talking about consumerization without understanding the context of healthcare is not necessarily helpful. So what I think you have in front of you here are what I think are the main challenges facing health and care at the moment globally. HIMSS is an organization which allows me the opportunity and the privilege to go all over the world, from government to government, as we advise governments and large institutions on health reform and digital transformation. So one is able to see what's happening in a whole host of countries. So these are the really important things that are happening. The movement from volume to value, the way we calculate and we work in healthcare, has always been associated with piecemeal volume. In other words, hospitals are paid on the basis of the number of operations they provide, that sort of approach. But I think a lot of systems are moving to a more value-based process, and that brings with it digital transformation. Secondly, I want to talk about aging. I think we talked about it a little, but to give it some global context, and also to talk about exactly what the different approaches to this are. Thirdly, and I don't think we can ignore it, to actually start to encompass the concepts around precision medicine and the impact precision medicine is having on the whole health and care system. You know, starting from the screening processes, which we have set up in a lot of developed countries, to how we manage specialized care, but also how we manage mainstream non-communicable disease. Fourthly, we have to manage, and we have to talk about workforce, of course, and we have to talk about workforce because we have, one, the scarcity of workforce, and we're seeing that in Europe really quite dramatically, as well as very high rates of burnout. This is a global phenomenon which we're seeing from Singapore to the United States to South America, everywhere. And finally, I think it's worth looking at the global burden of disease and understanding the global burden of disease, because we always think, because of our age perhaps, and because of the context we're working within, that the big challenges of aging and patients and populations is the cardiometabolic load which they carry. In other words, the diseases ranging from diabetes, dementia, cardiovascular disease. But if you start looking at how the global burden of disease is changing, especially with the millennials, they tend to drink less than us, they tend to smoke less than us, they tend to do a lot of things better than we did, but they have a significantly higher level of mental health disorders. And I think health systems need to be able to pivot to start to manage mental health disorders better. So those challenges, I think, are particularly important. So let's go through these sequentially. Sorry, I'm not used to this sterner. So volume to value. I talked about this, the movement of health systems moving from a volume-based system to a value-based system. Now, what does value mean? Value means different things to different organizations, of course, but in a lot of systems, the only way we pay for health care is through the volume of procedures that they perform. But I think there is a consensus that that is unsustainable. It's unsustainable because of multimorbidity, because of aging, for a whole series of issues. And it really would be more valuable if we encompassed value and actually measured value and reimbursed and rewarded organizations for delivering better value to individuals. So I think that is a global phenomenon which we're seeing. It's happening in different places at different rates, but it's happening everywhere, or certainly the aspiration to move to that situation. And it's also not
being stopped by the fact that most health systems are getting close to being bankrupt. In the United States now, 1 out of every $5 in terms of gross domestic product is expended on healthcare. If the US keeps on developing the way it does, soon all it will be able to provide is healthcare, because it won't be able to afford to do anything else. So we can have a debate as to whether that is a good or a bad thing, but I don't think we'll have that today. All other countries are going through the same sort of challenges around how to manage and afford a health system, especially a health system where there are more and more challenges around multimorbidity, which is associated, of course, with aging. Some countries and some institutions have even moved to the situation where they have seeded the whole system. And, there have been examples not far away from here in Spain, for example, where they decided to actually move the system and actually award a contract to a health and care provider to manage the healthcare of the whole population, rather than pay piecemeal for activity like operations or interventions. And there is a certain attraction to that, because I come, as you can notice from my accent, from the United Kingdom, from England, which is anything but united, by the way, and I want to take this opportunity to apologize for the collective stupidity we seem to be working within, but you're obviously aware of that, sadly. But we have been trying within our health and care system to actually manage this movement away from activity, or at least to talk about it, by trying to develop ways in which we set up some metrics to develop, to try to change behavior around an activity-based system. But what we haven't understood is the issue around how health systems work. Health systems are complex adaptive systems, and you can compare them to a balloon full of water. So you decide on a metric you want to measure. You measure that metric. You encourage people to actually perform a certain behavior, but as complex adaptive systems, they change their behavior, health systems, and you end up hitting the target you want, but completely missing the point you tried to deliver. There are innumerable examples of that. I'll give you one, just to amuse you. We tried to introduce a system to assist people being admitted into hospitals. And so we introduced a system which encouraged people either to admit people or to discharge people when they went into an accident and emergency room, rather than leave them in an accident emergency situation for a long time. We put a time limit on the amount of time they can spend in accident and emergency, and we attached a payment associated with them being admitted or discharged within that 4-hour period. So every institution, who obviously needs the resource, tried, oh my God, this thing moves on its own, it's very clever, let's go back. We attached a resource to be able to deliver that. The result wasn't what we expected. People hit the target completely, but the way they hit the target is by redesignating corridors that came out of the accident and emergency as medical wards. So they just moved the patient from accident and emergency into the corridor, which was now designated a ward, got the payment, and we completely missed the point. So that's what I mean by hitting the target and missing the point. One has to be really quite careful around this. I mentioned seeding health systems. Valencia did that for a while. Singapore is toying with that as well. This is really quite an interesting situation. Also, we need to understand, in terms of value, the meaning of value in terms of the non-health determinants. We know that if you look at the value to an individual, the biomedical components, the things which we spend a lot of time worrying about, constitute no more than 20% of value to an individual. The things which are also important to them are a place to live, a job to have, a family to work with, somebody to love them, somebody to love, some meaning and context in their life. So we obsess about the 20%, and sometimes we forget about the other 80%. I think we need to manage the two together. And also, of course, we need to start to understand the value of wellness, because the moment you move to value from volume, you then start
to be in a situation where prevention is something which actually could be of value to everybody. Because clearly, in a situation where a health provider gets their payment from a value-based system, in other words, to keep people well rather than sick, anything to help them keep well is clearly going to be something which is attractive financially. So let's talk about longevity for a moment, because longevity is particularly interesting. I mean, we are in a situation where aging, and we'll be discussing aging in a few minutes, but we got to be really quite careful in the way we manage longevity, because one, in terms of understanding multimorbidity, because Western medicine is built around body parts. There's the diabetologist, there's the endocrinologist, there's the neurologist, and there's the cardiologist, and they very rarely know each other, certainly in a lot of jurisdictions I work within. I hope it works better in France, but certainly it works pretty badly. Don't upset me, Laurence. It works very well in France. You know, often they actually don't know each other. So how on earth they manage an individual who happens to have 4 multimorbid conditions, and in essence we know that a lot of people have multimorbid conditions, is a particular problem. And then if you start dealing with risk reduction, and I'll give you a real-life example. I lead for England on dementia and risk reduction. And we have developed a whole series of processes around managing risk reduction for populations, with the ideal situation in terms of risk, from your blood pressure to elements of exercise, to all sorts of things. But it became very clear very quickly that the metrics for saving your brain, for managing your cognitive decline as effectively as possible, were a little bit different to the metrics to managing your cardiovascular health, which actually are a little bit different to the metrics of managing your renal health. So are we really asking the population, our population, to come and see a physician with a decision they have to take around what they want to save, their brain, their heart, or their kidney, if we're giving them different messages around how to do something better than something else? I don't think we've got our act together here. Also, longevity itself. Longevity as a process is not something which we understand perhaps as well as we could do. And I'm going to develop this a little bit more. And this is the work from Fries, who is, this is very old. This is 1973 from Stanford. And the first of the slides, look, the first of the, I don't know if this thing has a pointer. If it does, I'll find out. It doesn't. It does. It does. So this is the present situation with morbidity here, followed by a period where you have multimorbidity, of course, followed by death. So the whole of life isn't lived in a situation of perfect health. The latter part of one's life is lived in a situation where one has less than perfect health. This is interesting because, of course, there is a difference between men and women in this situation. And even though women tend to live longer, that's getting less, the difference between males and females, I might add. Women tend to be sick for longer. So, for example, you're going to live longer than I am, more than likely, but you're probably going to be sicker for longer than I am. So, in actual fact, I'd rather be me rather than you. So I don't think it's quite as simple. And really what we have been managing to really do very well is life extension. So we're good at doing this bit, increasing people's lives. And we've been doing that really quite well as well. This is the second of the graphics. But what we're doing there is increasing dependency, so putting pressure on you to develop the care to manage that population. Now, is that really good? The third possible option is a shift to the right. Well, that's a bit better at least, because we get a little bit of healthy years. But what we really want to do is to compress morbidity. In other words, to shorten the amount of time that people have illness and disability. And we have been remarkably unsuccessful at doing that. Remarkably unsuccessful. And I'm talking about the fourth and the final
of the graphics. What you really want is to live to 105, to be perfectly well till you're 104 and 11 months, and to die a minute later when you're less than perfectly well. I mean, we can't achieve that, but we certainly have to compress that time. And we're not good at compressing that, and I think that's actually quite important. Because if we have to look to the way we're developing our concepts around longer lives, it is fundamentally different. At the moment, we think of life as going in 3 different bits. The first bit is the education bit, from 0 to 15. You go to school, you learn how to do the things you should or shouldn't, you go to university, you get a trade, then you work from that period, and then you retire. You take your pension and you retire. I think in the new 100-year life that we have to be thinking of, we need to be thinking of transitions far more than we are at the moment. So with the education bit in the beginning, which is unchanged, but then with a work period which will include transitions within it as you go from employment to employment, and also at the natural time of retirement, what one would do is retraining for further work rather than retirement from the age of 65. I'm 65 at the moment, so I should be retired. Well, I'm not, and neither have I any intention to. And why do I not retire? Because actuarially, if you have to look at physicians and their pensions, physicians get better pensions than most people. One, because they're better paid than a lot of places, but also because they tend to die very quickly when they lose meaning and purpose. So I thought the best solution is to retire early, take the pension, and then get re-employed, because then you get an advantage from both ends. And I would suggest that that actually makes sense for a lot of people. And certainly our discussions with the British Treasury and others is to really think in terms of lifespan as being fundamentally different. This concept of pensions at an early age, which is now, is, of course, it started in Bismarckian Germany many, many years ago, but it perhaps is outdated. So let's move on to another of the big things and contexts which we're talking about, precision medicine. We're in the era of artificial intelligence, we're in the era of much more precise diagnosis, and the challenges to the medical systems are enormous. We have systems around screening, for example. So screening would be for, say for males and females over the age of 55 for colorectal cancer, doing a various series of investigations. Now, how does that fit within the new context of precision medicine, where if you overlay a genome with epigenetic information, where knowing history as well as we do, it is very clear that for some people their screening needs to start at 20, while for other people they probably don't need screening at all. Or if they need screening at different rates to others. So that is having an effect. But mainstream treatment is also changing, because our treatment of diabetes, our treatment of a whole host of conditions is moving from the evidence-based systems we use in the late 20th century to evidence-based medicine for me. So it's really around precision medicine, individualized medicine, and this is a real challenge for our health and care systems. We already have a problem then associated with how we reach decisions, because the relationship between physicians and patients is also changing very, very rapidly. And I alluded to the fact that there is a real problem in socialized medicine systems like we all have in Europe, around how to manage individualized, personalized care in a whole societal health and care system. Because there will always be conflicts around what I want myself in terms of treatment as against what is affordable and effective for whole populations, one. And secondly, I may well have an opinion as to which treatment I want, which may be very different to the views of the clinicians treating me, mainly because my set of values may be completely different to the clinicians. And I think we'll go back to that a little bit later. I couldn't not talk about workforce. We all know how difficult it is now to be attracting physicians and nurses and everybody else. And it's very interesting, if you follow
what I call the merry-go-round, you really see where physicians are. Because if you gauge general practice salaries, and I was the chair of the National Association of General Practice in England, you see where the physicians gravitate to. If you just look at the median earnings of physicians, you see real significant variations in the number of physicians in those countries. And you could follow physicians from country to country in terms of numbers and directly correlate them to the salaries of those physicians in countries. We have a workforce which is becoming scarcer, and a workforce which is willing and able to actually move from one place to another, and is actually doing that. We also have physician training, which is really still very old-fashioned, very 20th century, working in a digital, personalized system, and that isn't working quite as well as it could do. And at the end, we have to talk about burnout, and I think it's worth thinking of burnout and actually now thinking in terms of this on the basis of the physician themselves, and this is what is expected of a physician within a 15-minute conversation with an individual, how to manage behavior modification in a non-communicable disease, which is what you're doing, how to manage filling all the treatment gaps, which your electronic medical records flies out at you with this treatment gap needs filling, this treatment that needs filling, managing clinical risk. There is a big issue here around the exclusion of risk or the management of risk, and a value-based system actually drives that. And how to do that, as well as, of course, all the other things I mentioned there, and the presenting complaint of the individual who came to see you, and you have to manage that process, and give them a treatment plan, and you have to examine them, and you've only got 10 minutes to do it. I can't even say that within the 10 minutes and 15 minutes. This is what we're expecting our physicians and nurses to do, so it's no surprise that we're getting the levels of burnout that we're getting. But really, that's the context. Now let's think in terms of consumerization, because that's really what we're really supposed to be talking about. And I think we really need to understand this and understand the effects of this to be able to really see where this is going. Because the consumer revolution of value, convenience, and price has hit everything, from the retail, from banking to healthcare. And we need to understand the differences. We need to understand the issue around democratization of information, which is what the internet brings, and the effects of that, because they're significant. And we also need to talk a little bit about something called trust, because that's something which used to be we didn't used to talk about it because it was presupposed, it was always there. It's now a major source of discussion because it's notable by its absence. Trust is not as strong as it used to be, and in some countries it is not very much there at all. And the effects of that on health and care systems are significant. So we've all heard of value, convenience, and price. I mean, the whole basis of a lot of retailers, internet retailers, are they're giving you the whole package. And we all know how successful that has been. All you need to do to see that success is walk down your high street and see how many shops there are there. In parts of England, it's like a wasteland. There's nothing there because everything has moved to digital technologies, has moved to different ways of working, and the old systems haven't worked very well. Similarly with banking, who needs banks? Who needs buildings which are banks if we can have banks in a different way? Who needs tellers if you can actually get the customer to do most of the work? We all understand this. But when we talk about health, it sort of changes a little. My father was a primary care physician as well, and the business model, which I remember in the 1950s, when I was a child and used to see him working, are not that dissimilar to the health systems we have today. We have managed not to change in healthcare, unlike a lot of other organizations. And I'll just mention a couple of things here, which perhaps have had some effect on the fact we haven't changed. One, we talk about value. We haven't really defined what we mean by value and who gets that value. Is it the system? Is it the healthcare provider, be it a government or an insurer? Is it the citizen? You'd be surprised. Quite often the value is not necessarily to the citizen. We talk about convenience. Access is a significant issue in all our health systems. Difficulty of access is a real problem.
And also, the concept of a hospital is a pretty bizarre one, really, if you think in terms of how you design a situation, because the normal patient journey is very bizarre. We have treatment in sort of different places, which we do. They don't connect to each other very well. And you can compare them to the experience in a restaurant. So really what we're expecting of a patient is to expect me having a meal tonight, to have my first course in a restaurant over the river in Kuss. The second meal, I cross the river to the second restaurant. For dessert, I'll go to the hotel and go to the top floor. And then I have to come to this building to actually pay the bill. Because that's actually what we ask of people in terms of a normal healthcare journey. It is very discoordinated. And price. We need to understand the value of what we deliver, because in a lot of countries, and France is one of them, you have parastatal systems whereby you get insurance, but basically it's sort of part of your taxes. And the problem with these systems, and we have the similar system, we don't bother to have the bit in the middle, it comes out of your taxes. People tend to forget that there's a price to this, and so it's taken for granted and not valued, which is a problem. And also, price does not necessarily relate to outcomes. If only you could draw a graph which shows the amount spent on healthcare and the outcomes, and if they were proportional, you'd know you're on a good thing. They're anything but proportional. Some of the worst outcomes are seen in places where they spend the most money, and some of the better outcomes are where they spend less money. And there's a question, can actually health systems change to actually rise to this challenge? I believe they can. I'll come back to that. The effect of democratization is another big issue. Democratization has been wonderful. You can now look up your symptoms on your smartphone and figure out that you are unlikely to have a cancer of the lung the moment you have a cough, or the other way around. It really has changed the way healthcare is delivered. That's all very good, but there has been some problem with this. There are some negativities associated with this, one of which is the fact that people feel they are all experts because availability of information is there for everybody. That is a problem. We are not all experts. Of course, people have a right to have their own view about what they wish to do with their lives and with their care, but I don't think one should then say that they can gain the insights around healthcare, or that they have the ability to be able to manage the issue of fake news. And we know what's been happening with vaccinations globally, the rate of vaccination. We know what's been happening with fake news around the anti-vax movement. We're now starting to have the effect of that with the rise of measles and the rise of whooping cough, etc. So there's a whole series of issues around democratization, and there's another series of issues around the interaction with the physician, because some physicians find it really quite difficult to cope with the third person in the consultation, Dr. Google. Every patient comes with Dr. Google with them because they've checked their symptoms, they already have a view around that. Now, I don't think that should be a problem, but we go back to training. We don't train doctors in the right way to be able to cope with this, and we need to start to do that. This is getting more difficult. These are all really difficult problems. The doctor-patient relationship is fundamentally changing. It used to be based on a situation where Lawrence, as a geriatrician, would see a patient and actually give him advice around what's good for me. I'd be lucky if I had perhaps 3 consultations with you in a year, being a specialist. So you would assume that I would have taken that in and actually followed that advice for the other 364 days, and we know that's now not the case. We know that that old way of dealing with information, where physicians just tell people what to do and people do what the physicians tell them what to do, doesn't work. We are in a situation where we need to try to approach patients in a way whereby the physician is assisting an individual along a life course as the source of advice rather than telling people what to do. Decision needs to remain with the individual rather than the physician.
That's all very well to say, but a lot of physicians were trained in a different way. I was trained to actually, because I'm so old, I was trained to give advice to people, and I assumed that they actually followed that advice. Of course they didn't. But that is the assumption. And really we need to fundamentally think through how we select people to enter medical school and nursing, to really start to use behavior modification techniques and training far more than we do. We don't do enough of that. And I'll finish with this all-embracing theme of trust. Because I like the fact we have two countries, the United States and the United Kingdom, both of which are as far away from being united as you could ever hope not to be. There's no united about it at all, because there is very little trust in government, in authority, in experts. This is actually really worrying, because it's the fabric of society we're talking about here. And to demonstrate that, just thinking through what the experience of two countries, the UK and Australia, has been around the secondary use of data is a lesson in this. As you know, secondary use of data is the use of data which has been collected, usually health and care data, and its use in anonymized fashions for research and for a whole series of uses, particularly around deep learning, because of course you can apply AI to a large mass of data. The British government and the Australian government both tried to introduce a system whereby they accessed, one, they collected, and secondly, they started to access that data of individuals on an aggregated basis. And they got an enormous amount of pushback from their populations. In the United Kingdom, the government tried to introduce secondary care use and ended up with physicians demonstrating against it and significant opt-out from a medical record, an electronic medical record. This is big stuff. In Australia, they used a process whereby they first had an opt-in system to your digital record, but of course, very few people opt in. So they decided, let's opt out. So everyone opted in and you opted out. And the Australians got so excited about this, they forgot about sport, they forgot about going to the beach. The website crashed because as many as 10% of the population decided they wish their medical record to be destroyed so the government won't have control of it. This is big stuff. And when you ask them why, they say, well, you know, how do I trust my government to manage my health record if they can't fix the hole down the road? How can where is the trust I have in, you know, these issues are really important, because if you compare it to the experience of the Nordic countries and Finland, in Finland they've just passed legislation around secondary use of data with not very much difficulty at all, because there is a high level of trust in government, the way government works, and the way government works for the populations. That same issue of trust you notice in enterprise data solutions. Enterprise solutions are for large companies associated with occupational health. In some countries like the United States, it's really important to have systems to actually keep your staff and their families away from healthcare, especially if an organization like a company actually pays for the healthcare of their employees and their families. They've got a vested interest to manage this. And whenever they try to introduce wellness solutions, they immediately get into difficulties, mainly associated with the fact that they don't trust their own company to actually curate their data. Would you want the company to know that I have a bottle of scotch at 11 at night and I go out and have a cigarette and I do this? You know, they actually do not wish to form part of that. So there are some solutions around intermediaries which people have come up with to get around this, but the issue of trust is an important one. So, to finish, can health and care change? Because, yes, we talked about all the problems. We know that there are enormous resistances to change, and you know, the example is that I will give is the example of the English system. You know, it has all the advantages of a centralized system. It's been centralized since 1948. It has some of the best and most comprehensive registries.
going back, centralized, single unifier, all the bits are in place for ages. It has certainly a skilled workforce. It's been training for a long time. It's reasonably efficient. The efficient doesn't mean good outcomes. It means efficient amount of for the outcomes. I'm not saying it's efficient in that, but it is reasonably efficient. But then on the other hand, you look at repeated structural changes. Lots of heat and light, but actually very little change. So you compare it to a fireworks display, lots of light, you turn around, you pick your nose, you have something to eat, you look up in the sky and there's no light anymore, it's gone. And that is really what's been happening. A measurement has always been based on activity, but everyone talks about prevention. But how can you do prevention if a hospital doesn't get paid for it? Why should they do prevention? If I have been set up to deliver eye care, and I'm paid on the basis of the number of eye operations, are you asking me to devise a program so I don't have any eye operations to do? I'll go bankrupt. We ask health organizations to do something which will diminish the work they have to do. It doesn't work very well. And we never think of the metrics, because the metrics, I believe, are the solution. Metrics, we can start to actually get health systems to the right place if we start to change the metrics. We move from being in a situation where metrics are activity-based to metrics being value-based. And value-based with the definitions of value according to people. So that's what I talk about PROMs, patient-reported outcomes, patient-determined outcomes, PDOMs, patient-reported experience becoming important and part of the metrics that drive payment to health systems. And also using transparency much, much more. We introduced lots of systems in England which basically make clear we compare physician to physician in terms of outcomes. Not very comfortable, but it really drives better outcomes. Because, of course, most people have entered this profession or professions to really try to improve the lot of people. So I think there is hope. And I just want to finish with one quote, which I'll ask you to read. So really, that's, I think, the future. But what's interesting is the age of this quote. Do you know how old this is? Anyone know how old this is? It's 116 years old. That's Thomas Edison said that, the inventor of the light bulb. So this is the advance we have made over the last 116 years. We're where we were in 1903. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles Alesi, de cette prise de recul nécessaire et qui fait que finalement, que l'on soit de ce côté-ci ou de l'autre côté du channel, on se pose quelque part les mêmes questions, on fait plus ou moins les mêmes constats. Et si on fait un tour d'horizon des principaux pays, au moins occidentaux, je reste persuadé qu'on arrivera à peu près aux mêmes questions génériques pour tout le monde. On s'est posé, il y a eu beaucoup de mots qui ont été intéressants dans ce que vous disiez, notamment la notion de confiance. Et justement, j'ai à mes côtés un acteur qui, lui, met toute sa confiance, ou la confiance que l'on a en lui pour arriver sur ce marché de la santé, marché où on ne l'attendait pas vraiment. Le docteur Beloussif, qui représente ici le groupe La Poste. Question tout simple, que vient faire un médecin dans un groupe de facteurs, de livraison de courrier, de livraison de colis, plus largement, que vient faire la Poste sur ce marché de la santé ou de la e-santé, pas seulement en France, mais aussi dans le monde, parce que ça fait longtemps que vous communiquez non seulement en France, mais aussi au CES de Las Vegas depuis des années, sur votre capacité à intervenir dans la santé. Où est la légitimité de cette capacité ? C'est une excellente question. Ah, merci, c'est pour ça que je la pose. Alors effectivement, pour répondre à cette question, il faut revenir à ce qu'est la Poste réellement et quelle est l'histoire de la Poste. La Poste, c'est le courrier, effectivement, mais c'est également bien d'autres choses, avec chevillé au corps cette notion de service public et de proximité avec la population. C'est-à-dire que la Poste, c'est un acteur qui, tous les jours, est en contact avec l'ensemble de la population en France, avec un indice de confiance qui est remarquable et qui rend énormément de services. Alors, la réflexion de la Poste, pour
pour répondre à votre question, pourquoi la Poste dans la santé et qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Pourquoi un médecin intègre la Poste? Eh bien, c'est que la Poste est une société publique, à capitaux publics, dont la vocation est de rendre service. Rendre service avec la notion de proximité, ça passe aussi par comment la Poste peut contribuer à apporter des réponses aux grandes questions sociétales, aux grands enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux d'aujourd'hui, eh bien, ils sont liés à l'évolution démographique, au vieillissement et au lien justement avec la population, son domicile et les souhaits de cette population de rester chez elle dans de bonnes conditions. Avec un enjeu économique, il faut quand même être clair pour la Poste, qui est l'enjeu de la chute vertigineuse du courrier année après année qui est délivré, ce qui ne veut pas dire, comme vous le dites, que les facteurs ne peuvent pas apporter d'autres services derrière. Je reviens quand même sur un mot très important que donnait Charles Alési tout à l'heure, qui est la notion de confiance. Il soulignait ce phénomène que l'on trouve dans tous les pays occidentaux, dans les démocraties européennes, cette chute de la confiance dans les élus, d'une partie, mais aussi chute de la confiance, finalement, pourquoi pas en matière de santé, dans le système de soins, en tout cas contestation du système de soins, contestation du médicament, du vaccin, contestation des grandes enseignes, des grandes firmes pharmaceutiques. Là, il faut quand même reconnaître que la Poste a un avantage sur tout ce monde, c'est qu'on a toujours confiance dans le facteur. Et s'il reste une dernière personne qui va dans les endroits ruraux les plus isolés ou les banlieues dans lesquelles personne ne va, et il reste une personne à laquelle on ouvre encore la porte, c'est le facteur. Et je crois que c'est votre clé, vous, qui légitime votre proposition de nouveaux services. Tout à fait. Alors face à la chute de l'activité courrier, il a fallu trouver des relais de croissance, comme on dit. Et ces relais de croissance, encore une fois, en lien avec ce qu'est la Poste et la volonté de la Poste de maintenir ce réseau de proximité. Les relais de croissance ont été naturellement vers l'accompagnement des populations et des personnes en situation de fragilité, qu'elles soient liées à l'âge ou à la maladie, ce qui nous a amené à développer en fait plusieurs axes. Tout d'abord, des services à la personne, également à s'intéresser à la santé, puisque dès lors que l'on s'intéresse au parcours de vie, on s'intéresse également à un parcours de santé, puisque la santé n'est pas loin. Donc nous avons également une présence dans les opérations de santé à domicile. Et tout cela doit avoir un lien qui est, je dirais, une réflexion sur le parcours de soins. Les facteurs dans tout ça peuvent intervenir également au niveau de la population comme étant une forme d'outil qui permet de délivrer de l'information, mais également d'en recevoir, pour pouvoir servir les intérêts d'organismes qui vont demander à la Poste une aide pour, par exemple, développer des opérations de prévention, des opérations d'éducation de la population, voire même des opérations d'évaluation de la population suivant certains critères. Ça, c'est intéressant parce qu'en plus, on a des retours sur ces expériences, c'est-à-dire dans des opérations de dépistage, par exemple, lorsque le facteur vient derrière et par un appui humain, verbal, explique la chose à la personne en face de lui, vous avez des meilleurs taux d'adhésion à des programmes de prévention? Tout à fait. Alors, on a des exemples précis. Je vais en prendre un, puisqu'on parle du vieillissement et de la silver economy autour du grand âge, avec des initiatives notamment de Gérontopole, pas loin d'ici, le Gérontopole de Toulouse, avec le professeur Vélas, qui développe des programmes pour aller vers la population, évaluer son niveau de fragilité pour ce qui est des fragilités liées à l'âge. Donc divers moyens et moyens classiques ont été adressés à la population avec des retours très importants, de l'ordre de 30% pour un mailing, ce qui est remarquable. Mais la question qui se pose, c'est qu'on arrive à une forme de limite au-delà de laquelle on a des populations qui ne sont pas en contact avec le gérontopole, qui sont dans une forme d'exclusion par rapport à ce système de soins. Et là, on a une expérience intéressante que l'on va mener, qui va être de mobiliser des facteurs pour aller vers la population qui n'a pas été perméable au message. Et le facteur va pouvoir évaluer le degré de fragilité de cette population à partir d'un questionnaire élaboré par le gérontopole. Donc on va avoir une forme d'évaluation scientifique, tout en gardant la mesure et le rôle du facteur qui ne sera qu'un vecteur d'information. Et à partir de signaux d'alarme que l'on recueillera sur le questionnaire,
on aura l'opportunité de réadresser ces populations vers le gérontopole qui pourra développer et mettre en place des programmes spécifiques de maintien de la capacité des personnes et de leur autonomie. Donc là, on est vraiment sur le facteur vecteur et vecteur humain de message, avec de bons résultats puisque le message est humain. Mais vous allez aujourd'hui au-delà, hein, on n'est pas dans le discours, on est dans de la réalité, de l'expérience, avec le facteur qui va prendre une place plus importante dans la notion de chaîne de santé. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de ce que vous faites pour le département des Landes, et qui est une expérience pilote ? Oui, tout à fait. Alors, on est dans une approche où on va considérer, si vous voulez, que dans ce parcours de vie, on a la santé, donc il y a la médecine, et il y a tout l'aspect également médico-social qui va impacter, je dirais, de plein fouet, hein, les capacités de prise en charge. En utilisant encore une fois cette capacité du facteur et ce sens du contact et de confiance, l'idée a été très simple. C'est que le conseil départemental a co-développé avec la Poste un programme qui vise à aller au contact de la population, faire une évaluation des besoins à partir de questionnaires très simples, hein, qui peuvent être combien de personnes voyez-vous en moyenne par semaine, avez-vous du mal à réaliser les opérations quotidiennes. Et à partir d'un questionnaire d'évaluation, on va passer la main à un évaluateur professionnel qui va, à partir de signaux d'alerte, pouvoir faire une évaluation beaucoup plus en profondeur, et les personnes vont se voir proposer une gamme de services que l'on pourra déployer pour les aider justement à mieux vivre chez elles. Alors, remarque immédiate, objection votre honneur, je veux dire, vous dire, les facteurs sont fort sympathiques pour venir apporter le courrier, mais ils ne sont pas formés, à ce que je sache, pour évaluer l'état sanitaire d'une habitation, parce que ça fait aussi partie des critères, ou l'état de santé, ou les signaux faibles de dégradation de la santé d'une personne. Absolument. Alors, c'est une bonne question dans la mesure où je ne vous ai pas déployé l'ensemble des moyens. Allez-y, puisqu'on est autour de la table, autant le faire. Alors, quand on va demander à des facteurs de s'inscrire dans cette démarche, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que les facteurs sont effectivement formés. Avant même d'arriver à cette étape des facteurs, il y a beaucoup de travail en amont et de co-construction d'un programme pour être efficace et pour aller au-devant de problématiques ou d'objections que l'on pourrait imaginer. Une fois qu'on a décortiqué, je dirais, et co-construit les choses de manière très simple et très basique, les facteurs vont être sollicités, mais avant, ils vont être bien évidemment formés. On va leur expliquer la finalité de l'action qui leur est demandée, de manière à ce qu'ils comprennent quel sens ils vont donner donc à cette action. Et à partir de là, le facteur, encore une fois, ne va pas aller au-delà de ce qui lui est demandé, au-delà de ses prérogatives. Le facteur ne devient pas un médecin ou un acteur social. Le facteur va poser des questions qui vont permettre de déterminer des signaux d'alerte qui permettront eux-mêmes de mieux prendre en charge la population. Claudie Bonnet, pour vous qui êtes élu départemental en charge de la solidarité, tenez, prenez un micro. Quel regard est-ce que vous posez sur l'arrivée de ces nouveaux acteurs ? Moi, j'ai cru comprendre que normalement, la solidarité, le vieillissement, c'est à la charge du département. Vous avez des acteurs sociaux, vous avez des travailleurs sur le terrain, vous avez des infirmières aujourd'hui qui sont dans des centres du département. Est-ce qu'il faut avoir recours à un acteur public, mais qui mène une opération privée dans le domaine du privé pour aujourd'hui gérer la santé ? Est-ce que ça ne vient pas faire de l'ombre à vos propres services ? Oh non, je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, on est dans une complémentarité. On n'est pas dans le soin, on est dans le prendre soin. Vous savez, la différence entre to care and to cure, qui est quand même très importante. Et on est vraiment dans cette dynamique-là. Et quand il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, c'est vrai qu'on a la responsabilité de la solidarité, du plus jeune âge à l'âge le plus éloigné, le plus grand, aux personnes en situation de handicap. On a toute cette solidarité à organiser, à mettre en place. Mais je crois que plus on sera d'acteurs, et plus on pourra avancer sur vraiment ce qui prime maintenant. Et dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, on est aussi tout à fait dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'allongement du temps de la vie. Je dirais pas le vieillissement, c'est l'allongement du temps de la vie. Ce qui était très bien monté. Moi, je remercie le monsieur pour tout ce qu'il nous a présenté, parce qu'en fait, on a la globalité du sujet et des approches qu'il faut avoir. L'idéal, c'est de vieillir le plus longtemps en bonne santé. Dire que retarder l'âge de la dépendance. Et ça nous préoccupe aussi. Moins de personnes en EHPAD. On aura toujours besoin des EHPAD, des établissements, ce qu'on appelait maisons de retraite. Mais l'envie de tous,
c'est de rester à domicile. Mais rester à domicile, dans quelles conditions? Donc, toutes les actions qui peuvent être menées en prévention, et ce que monsieur décrivait, en fait, l'analyse des fragilités, je crois que c'est ce qui est important, parce que derrière, il y a des professionnels ça permet de tirer la sonnette d'alarme en disant, mais attention, parce que là, il y a une personne qui est en situation de fragilité. Et est-ce que ça veut dire aussi que face à ce vieillissement de la population, une démographie qui est ce qu'elle est, et donc il va continuer, et cet allongement de la durée de vie, au niveau du service public, vous n'arrivez pas au maximum de ce que vous pouvez faire en interne, et que dès à présent, il faut aujourd'hui vous appuyer sur d'autres partenaires, d'autres acteurs privés pour arriver à remplir vos missions? Mais bien entendu, je pense qu'on n'est pas. On a longtemps considéré que la santé c'est l'apanage des médecins, la solidarité et l'organisation l'apanage des conseils départementaux au travers de leurs compétences. Moi, je crois vraiment et fermement que il y a une multitude d'acteurs qui peuvent intervenir et que tout le monde peut se mettre en cohésion pour avancer dans le même sens. Ce qui me frappe, alors quand on regarde le sujet, consumérisation ou délégation à tout ce qui est privé, à tout ce qui génère de l'argent, à tout ce qui est... On n'est pas seulement là-dedans. Et je crois que nous, le garde-fou ce qu'on peut apporter en tant que département au travers de nos compétences, c'est vraiment de dire, attention, parce que quand même, ça peut être très mercantile. On voit beaucoup d'acteurs, vous savez, on a parlé de la silver economy, on l'a évoqué. Il y a quelques années, la silver economy, c'était le grand mot, c'est arrivé comme ça, silver economy, c'était vraiment la panacée universelle. Pour l'instant, on voit pas, pour l'instant, il n'y a pas, ça c'est pas bien organisé, on n'a pas vu grand-chose. On a vu des acteurs privés peut-être qui venaient uniquement par intérêt mercantile, mais après tout, il faut de l'économie, je ne suis pas contre. Mais à mon avis, il faut qu'on organise tout cela. Parce qu'il peut y avoir énormément de différences et d'écarts et d'inégalités qui s'introduisent. Donc que des acteurs semi-publics ou que des acteurs interviennent, après, il faut l'organiser dans un cadre qui permette à tous d'avoir accès à tout. On a vu la Poste comme acteur ici, il n'y a pas que la Poste avec qui les départements travaillent. Vous, je sais que vous travaillez également avec l'université. Qu'est-ce que vous faites avec l'université? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, on est là dans le cadre de ce qui a été créé il y a quelques années, 4 ans ou 5, je ne sais plus exactement, qui s'appelle la conférence des financeurs. La conférence des financeurs, ça a été imaginé, c'est un ensemble de partenaires, le département qui est chef de file, mais l'agence régionale de santé, les caisses de retraite, les complémentaires, un ensemble donc d'acteurs, et puis avec des moyens dédiés par la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie. Les moyens pour le Tarn, c'est 900 000 €. C'est quand même pas négligeable. Et des actions à valider, donc un appel à projet pour valider des actions qui puissent prévenir la dépendance. Donc d'abord, ça a été focalisé sur tout ce qui était activité physique, puisqu'on sait que plus une personne maintient une activité physique, prévention des chutes, parce que la première chute, c'est l'entrée en dépendance, tout un ensemble de programmes de ce type-là. Et on a validé dernièrement, au dernier comité de pilotage, une action qui est en partenariat avec l'Université Champollion, qui va, alors c'est une action à plusieurs portes, j'ai envie de dire, mais surtout permettre d'identifier les personnes âgées, travailler sur leurs besoins et après voir un petit peu ce qu'on peut apporter comme réponse ou quels sont au niveau technologique, comment on peut répondre. Donc c'était le premier appel à projet qu'on avait de ce type-là. On a regardé, on a étudié, on a un comité technique qui travaille aussi, issu des différentes composantes de cette conférence des financeurs. Et on a validé, on a décidé aussi qu'on aurait une évaluation. Ça fait longtemps que je dis et que je pense qu'il ne faut pas de politique publique sans évaluation de ce que l'on fait. Ça me semble important. Donc des bilans, des évaluations pour voir ce que ça apporte réellement. Mais je crois que là, on est tout à fait dans ce qu'on peut apporter, dans ce qu'on peut faire. Un autre volet qu'on a développé, mais on l'avait développé il y a déjà quelques années, c'est au travers de la domotique à domicile. Il y a quelques années, on a fait une expérimentation auprès d'une vingtaine de personnes d'un certain âge dans le Tarn,
avec l'accord des familles, bien entendu. Ce pack domotique, c'était tout simplement la téléalarme que tout le monde connaît bien maintenant, mais aussi un détecteur de fumée, un balisage lumineux. Et puis, on a rajouté donc l'expérimentation finie. Il a fallu qu'on cherche quelqu'un. On a fait un appel à projet, parce que quelqu'un qui nous porte ce projet, qui nous fournisse les packs domotiques. Donc, on en est là à chercher qui va nous fournir ça. Et on a rajouté le cadre numérique, vous savez, photo numérique, où pareil, avec l'accord des personnes, bien sûr, les professionnels peuvent communiquer entre eux, mais les familles aussi peuvent communiquer. Donc ça, c'est encore, je dirais pas à titre expérimental, mais ça a un coût. Donc on le finance aussi pour partie, mais à un moment donné, se pose aussi l'inégalité par rapport à l'accès à toutes ces technologies, à tout ce qu'on peut apporter. Donc ça, c'est une question, je trouve, qui est prégnante. Et à un moment donné, il faudra quand même qu'on puisse y répondre. C'est-à-dire que pour l'instant, on va le développer à environ 80 packs en une année, 80 à 100 packs en une année, mais il y a des milliers de personnes âgées à domicile. Donc, au travers d'un questionnaire, on a essayé d'évaluer quelles étaient les personnes qui en avaient le plus besoin et comment on pouvait mettre ça en place. Mais je le répète, ça pose quand même toujours la question derrière l'inégalité à l'accès de toutes ces technologies. Docteur Boris, le fait de voir de nouveaux acteurs, mais aussi de nouveaux besoins, venir autour des personnes âgées, donc pas uniquement le médecin ou l'infirmière, pareil, n'avez pas la sensation que vous avez des concurrents finalement qui arrivent autour de vous ? Je pense qu'en tant que gériatre, c'est pas trop dans notre culture. Notre culture est quand même la prise en charge pluridisciplinaire, donc plus on est nombreux, mieux c'est. Et donc je pense que plus on a d'informations et plus notre diagnostic ou accompagnement devient pertinent. La pire des choses, c'est de recevoir une personne âgée en consultation sans autres acteurs autour. C'est une catastrophe parce qu'on n'arrive pas à nos objectifs. Je pense que il y a plusieurs approches à avoir. C'est-à-dire que d'abord, c'est une notion de solidarité. Solidarité entre générations. Et notre objectif, c'est accompagner nos enfants, de les faire grandir, mais il ne faut pas oublier les anciens. Et que dans une société, c'est quand même compliqué, de plus en plus individualiste, de plus en plus auto-centré avec les systèmes d'information qu'on requiert, qu'on peut avoir maintenant sur nos smartphones, sur notre état de santé. Justement, ça va à l'encontre. Il faut justement ouvrir vers les autres et tendre la main et les amener plus vers la lumière, plus vers peut-être un accompagnement nécessaire. Il y a toutefois quand même bon nombre de questions qui me viennent et qui me posent quand même souci dans ma pratique quotidienne. Lesquelles, par exemple ? Tout d'abord, la santé est une dépense. C'est une dépense qui devient de plus en plus lourde. Alors je suis très mal placé puisque je suis rémunéré pour m'occuper de la santé. Cela dit, le vieillissement de la population ne va faire que croître ces dépenses de santé. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a un retrait du financement. Alors je ne pose pas, je fais pas de politique. Non, c'est un constat. Je constate qu'il y a un retrait dans la matière, mais c'est normal. On doit être solidaire également pour mettre de l'argent pour notre éducation, pour la justice, pour tout ce qui va avec. Il y a une adéquation qu'on n'arrivera pas à trouver, c'est-à-dire entre le nombre d'actifs et le nombre de personnes âgées. Donc comment on va financer ce modèle, c'est quand même le sujet principal. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on va forcément passer par un modèle privé à un moment ? En partie dans le financement ? Je pense qu'on le veuille ou pas, on y bascule tout doucement et on y va progressivement, peut-être assez tardivement ici en France parce qu'on est très attaché à notre système de répartition, mais notre modèle de financement va tomber face à un mur, c'est le vieillissement de la population, qu'il soit en France ou partout dans le monde. Des acteurs type La Poste, allez, on va en citer d'autres autres marques, là aussi l'idée n'est pas de faire de la publicité, mais des sociétés type Petit-Fils, des associations de type ADMR qui font du maintien à domicile. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui pourraient venir sur un champ assez proche de la santé, aller faire de la prévention, avoir des signaux faibles, des signes d'évaluation et être en lien complet avec le médical ? Madame parlait tout à l'heure de la silver economy. La silver economy, en fait, c'est quoi aujourd'hui ? Elle n'existe pas, parce qu'il y a encore un modèle social fort, public, payé par nos impôts,
Et avec ce retrait va naître à ce moment-là la silver economy. C'est-à-dire ce sont les sociétés privées qui prendront leur place et en tête les mutuelles, les assurances qui proposeront une offre. Cette offre, ils sont obligés pour la quantifier d'avoir des données de santé. Donc les premières données de santé vont alimenter notre futur modèle d'organisation de la santé et plus globalement de notre vieillissement. Quand on parle de vieillir à domicile, oui, c'est peut-être la volonté de certains, mais la pire des choses, c'est d'être seul. Et que le défi que nous allons avoir, c'est comment créer du lien. Comment créer de la mobilité, des gens qui perdent en mobilité, comment on va les faire venir. Et après, on développe tout un autre modèle qui est prôné par le Gérontopole, globalement par l'OMS, sur la notion de fragilité. C'est-à-dire développer la prévention, essayer de mieux vieillir, essayer surtout, et je pense que là, il y a un enjeu majeur, qui est essayer de diminuer la morbidité. C'est-à-dire le degré de handicap, en définitive, le degré de gêne à avoir une vie normale. Prévenir l'accident vasculaire cérébral, extrêmement intéressant. Je vois le développement de la e-santé essentiellement sur les notions de prévention. Après, en contrepartie, attention, on envoie de la donnée de santé, on fragilise entre guillemets psychologiquement les gens parce qu'ils ont des relevés de santé. Pas plus tard que la semaine dernière, je traversais les Alpes en vélo et j'avais un collègue à côté qui avait sa fréquence cardiaque et il découvre qu'il a des extrasystoles. Qu'est-ce que j'en fais? Affolé, il faut que j'aille voir le cardiologue, mais les extrasystoles c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait... Donc il y aura à ces nouvelles technologies forcément une éducation. Il en a parlé très très clairement, c'est qu'est-ce que je fais de mes données de santé? Est-ce que c'est un élément qui va m'inquiéter? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais le traduire? Parce qu'on consomme de plus en plus de médecine. Je voudrais poser la question à Charles Alési, qui a un regard mondial là-dessus. Deux questions sur le constat que l'on voit. Le premier, on s'est longtemps focalisé sur la silver economy en inventant alors des tas de gadgets pour maintenir l'attention au domicile, faire travailler. On s'est focalisé sur les aspects techniques en équipant de tablettes pour faire de la visioconf avec ses enfants ou éventuellement avec des soignants. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part de silver economy? Parce que ce que l'on entend là, ce qu'on demande, c'est de la prévention, de l'attention, du lien social, de la confiance. I think you start where you start. Ideally, of course, you start with prevention, but our health systems are really based around treatment, so we have to work with both together. I mean, we don't have a choice. The approaches I heard today are all absolutely fantastic. Of course we need the post office. Why not? I mean, in our country, in England, loneliness is such a problem, we've even got a ministry of loneliness. I mean, isn't it better to have a situation where people can actually socially interact? The effects of social isolation are equivalent to you starting smoking on retirement. So, you know, there's lots we can do now. And I don't think we've got to wait for the perfect situation to start. I think we start today. Autre question que j'ai envie de vous poser. Je reviens dessus. Pardon, oui, Dr. Boris. Le problème, l'urgence aujourd'hui de notre système de santé, c'est le financement de la prévention. Et non le financement Parce qu'aujourd'hui, il ne rapporte rien. C'est-à-dire, nos établissements, tout le monde nous demande de faire de la prévention. On nous demande même, dans l'idéal, c'est ce qu'on appelle l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, qui est quelque chose de, je pense, qui permet de mobiliser les gens. Comme il a dit tout à l'heure, on vient me voir 3 fois par an, je prêche la bonne parole, après qu'est-ce qu'il en ressort? Effectivement, moi je leur propose un lien téléphonique pour appeler mon infirmière. Pas plus tard qu'hier, j'avais une réunion avec mon financier de l'hôpital qui m'a dit non, on va te supprimer ton infirmière à la consultation parce qu'elle est pas payée. Donc, le modèle même de prévention doit être développé au détriment des actes répétitifs pour lesquels on ne se pose même pas la question. Aujourd'hui même, on est en train de développer en France
l'avis gériatrique avant éventuellement une intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'on a tendance à opérer, on se demande, on se pose même pas la question pourquoi on fait ces actes. Charles, allez-y. C'est un constat que l'on retrouve également dans ce que vous nous avez exposé tout à l'heure, c'est-à-dire nos modèles économiques aujourd'hui de système de soins, qu'on soit en France ou qu'on soit au Royaume-Uni, doivent changer. Mais je vous pose la même question sur ce constat quand même difficile que nous faisait le docteur Boris. Nous sommes arrivés aux limites du financement possible du système de santé dans son état actuel, et de toute façon il va falloir passer par d'autres acteurs compte tenu du vieillissement de nos sociétés. Well, I think we have come to the end of the line. You're absolutely right. But I don't think that's negative. I think that's positive. And it's positive because healthcare changes by catharsis. It doesn't change because it's best for it to change. It changes because there's no option but to change. So we soon will be in a situation where health systems will be paid to actually manage prevention. Like, you know, it's a very boring debate, this, because we're all agreeing. Really. Because we're all enlightened. Because we all know what we need to do. The issue is, how do we manage the health systems that drive care? And we're not talking about two countries here, by the way. We're talking about the world. I could be talking about Brazil and I'd be having the same conversation. I certainly could be talking about Japan and I'd be having the same conversation. So it's the same problem we have. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des exemples justement d'autres pays? Alors, on parle du Japon parce qu'il y a un vieillissement qui est là pour le coup extrêmement fort dans la société japonaise. Est-ce que vous avez des exemples dans d'autres pays où on a un bouleversement rapide du système de santé pour s'adapter à une réalité de la société, y compris dans son financement? Well, yes, the answer is yes, because Japan, of course, is the super aging society. Their health systems are rather more complex, perhaps, than ours. They're rather fragmented, so they have some difficulty around that. But I think we need to look in Europe to learn around what's possible, because some of the Nordic countries, which actually don't spend much more than we do on healthcare, by the way, people think they spend an awful lot more. They don't. They just spend it better than we do, are actually making moves around prevention, which perhaps we can learn from. I'm talking about Finland. I'm talking about Denmark. Yes, they do have advantages that they're small, and they are more unicultural than our big multicultural societies that we have in the center of Europe. I mean, you know, with an increase in players and different social determinants, it becomes very much more difficult, of course. But I think there are models. And if you move then to the Far East, places like Singapore are actually actively trying to investigate ways in which they make prevention and outcomes the basis of their health systems. Perhaps because they're on the curve a little bit further away from us. Perhaps because they're running out of money faster than we are. But I think that's a good thing. I want us to run out of money because that's the only way we're going to change. Otherwise, we're going to keep on doing what we've always done. Docteur Boris, je vous donnerai la parole, Claudie Honnête. Docteur Boris, Charles Alési dit justement, effectivement, autour de cette table, on est tous d'accord. Mais est-ce que vos collègues, notamment en ville, est-ce que l'ensemble du système de santé a pris cette conscience? Lorsqu'on parle de décharge déjà de travail de la part des médecins généralistes, on sent une crispation. Lorsqu'on parle de confier une partie de travail à d'autres acteurs, on sent une crispation des professionnels de santé. Est-ce que la métamorphose culturelle est en route ou pas encore? Non, pas du tout. Bon, ça fait au moins un point de désaccord. C'est un avis qui m'est très personnel et je m'attirerai sans doute les foudres, mais nous sommes partis dans une médecine ultra technique. On est spécialiste de la main gauche et pas de la main droite. Enfin, ça devient ça. Et donc aujourd'hui, quand je demande un bilan gériatrique, donc pour une personne pluriorgane, j'ai un angle de vue extrêmement pointu sur la dimension de la valve au centimètre carré près. Et ça m'apporte rien. Enfin, ça m'intéresse pas. À un moment donné, il faut le remettre dans un contexte, qui est un contexte d'un organe. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être des extraterrestres, nous gériatres, d'arriver en définitive à faire des synthèses de choses tellement pointues. Je crois que la médecine se perd là-dedans. Si on se dirige purement par la technologie, la médecine disparaîtra. On va ubériser la médecine.
Il y aura des systèmes intelligents, systèmes experts, qui nous balayeront comme ils ont balayé d'autres secteurs d'activité sans aucun souci. Le seul souci, c'est que les patients, étant de moins en moins éduqués, ayant comme seule source d'information l'information qui est celle qu'on retrouve sur le net. Celle qu'on leur donne. Qu'on nous donne ou qu'on ne sait pas lire en définitive, ou qui induit peut-être nos votes, qui induit nos choix, qui induit pourquoi je suis pour ou contre la vaccination. Je pense que si la médecine a une place, c'est celle-là. C'est de remettre de la limpidité, de la clarté et de la confiance. La Poste a de la confiance parce que voilà, c'est une image. Comme on a confiance en l'infirmière, je pense qu'on a une perte de confiance dans le médecin et là, le médecin perd sa place. Si le médecin ne redonne pas dans l'humain, il est perdu. Donc ceci est absolument fondamental. De plus, ce qui se pose comme question, c'est comment garde-t-on nos niveaux de compétences ? La médecine cavale. Et nous restons sur le quai. Nous avons critiqué tant et plus les laboratoires. Nous sommes ici chez Pierre Fabre. Oui, mais les laboratoires sont les seuls à nous avoir permis de nous former. Et enfin, dernière chose, c'est que, il l'a pas dit tout à l'heure, on a eu une longue conversation, c'est que si ça marche pas de la sorte, le seul nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il m'a très bien décrit tout à l'heure que les sociétés savantes médicales ont posé des indicateurs de santé très précis, donc ce sont des médecins qui ont choisi des indicateurs précis, et on les rémunère en fonction du niveau d'atteinte de ces objectifs. Ce qui change totalement notre modèle de santé, qui est juste celui à l'acte, et puis j'en fais, voilà. Il n'y a aucune évaluation sur la qualité qui est faite derrière. Donc là aussi, c'est un modèle. Donc les médecins seront obligés de se remettre à la page, d'arriver à ces objectifs, que ces objectifs doivent être connus. Comment j'y arrive ? Tout ça, c'est codifié. On leur demande d'appliquer des standards. Voilà. Claude Honnet, je vous pose la question, je sais que vous vouliez intervenir, mais est-ce qu'au sein des départements qui aujourd'hui gèrent les aspects médico-sociaux, en tout cas des personnes, est-ce que la prise de conscience est là, la révolution culturelle est là ? Docteur Boris nous dit, au niveau des soignants, on n'y est pas encore. Et chez vous ? Oh, je crois qu'on commence vraiment à prendre conscience, hein, en plus des multi-acteurs autour de la personne âgée. Je crois que c'est, enfin, quand je parlais au début de mon propos d'une cohésion, et qu'il était temps qu'on globalise la personne âgée, non pas qu'on la prenne morceau par morceau, sa santé, sa vie, son projet de vie, etc. Je crois qu'il est temps effectivement qu'on soit tous autour d'une table, tous concernés par la globalité de la personne. Quand je regarde les maisons de retraite qui étaient conçues il y a 20 ans, elles sont très différentes de ce qu'elles sont maintenant. La difficulté, il me semble, c'est qu'il faut à la fois qu'on soit avec la réalité de la personne âgée maintenant, qui sera très différente de la personne âgée dans 10 ans. Et ça, voilà, il faut à la fois qu'on joue sur les deux tableaux. Et c'est pourquoi on a besoin d'être tous ensemble autour d'une table pour en discuter et pour faire. Je vais vous donner un exemple qui est, quand au début on regardait les plans des maisons de retraite, parce que dans le Tarn on a quand même eu un plan maison de retraite très conséquent. Je voyais les douches individuelles dans les chambres, je disais mais c'est une violence qu'on fait aux personnes âgées, parce qu'à l'époque ils prenaient pas des douches tous les jours, hein, donc voilà, il faut quand même s'adapter. Et moi je disais par contre, moi il y aura un self en maison de retraite, ça me conviendrait bien. Donc quand je dis qu'il faut quand même regarder la globalité de la personne, l'évolution qu'elle a subie, qu'elle a suivie, l'évolution de la société. Alors, on doit à la fois travailler pour aujourd'hui et travailler pour demain. Donc, ça implique quand même qu'on soit tous, je le répète, en cohérence par rapport à tout ça. Et ne pas penser surtout, mais je crois qu'ici on en est tous persuadés, ne pas penser que tout seul on peut arriver à quelque chose et qu'on a forcément raison. On n'a jamais raison d'avoir tout seul, c'est toujours ce que je dis, ni d'avoir raison trop tôt. Mais à un moment donné, il faut vraiment avoir cette conscience-là. Omar Belloussi, vous vouliez intervenir également. Oui, je voulais intervenir parce que je partage bien évidemment tout ce qui est dit aujourd'hui. Je tiens néanmoins à garder une vision optimiste des choses. C'est-à-dire qu'on a une réelle prise de conscience, il me semble, aujourd'hui, des enjeux qui vont, d'une manière ou d'une autre, qu'on accompagne ou qu'on subisse, complètement transformer notre façon de prendre en charge les patients
Et il me semble également que le modèle de prise en charge d'une personne pathologie par petit bout, sans communication, même s'il est encore largement répandu, hein, je vous l'accorde, le changement n'est pas très rapide, est quand même remis en question, avec une nécessité de prise en charge beaucoup plus globale de la personne. Tout à l'heure, je parlais de médical qui doit évidemment être associé à du médico-social. On sait tous les difficultés énormes qu'il y a parfois dans des sorties d'hospitalisation pour des personnes qui ont des problèmes d'autonomie ou de domicile. Et là encore, autre chose, c'est que toute la technologie, l'intelligence artificielle, les nouveaux outils, les nouvelles possibilités de prise en charge, je partage là évidemment n'ont de sens que si elles sont associées à de l'humain. C'est cette association avec la mise en perspective, où là le médecin a un rôle évidemment fondamental, qui est de nature à rassurer, à recréer peut-être la confiance, parce que trop d'informations tue l'information, et je pense que les patients sont dans une certaine mesure aussi un petit peu perdus. Et là, donc, il y a une sorte de point de repère qui peut être assuré par le médecin. Et si, encore une fois, on arrive à traiter un autre problème qui est celui de la coordination, du partage des informations et du partage d'un plan de prise en charge, là, on aura fait un grand progrès. Docteur Boris, jusqu'où doit aller cette révolution culturelle du point de vue du soignant, du point de vue du médecin? Parce qu'effectivement, si on a des tiers, des sentinelles comme les postiers qui vont accompagner des personnes âgées, est-ce qu'on doit les autoriser à délivrer des médicaments, enfin délivrer au sens postal, si vous voulez, du terme, des médicaments, l'amener de la pharmacie jusqu'à la maison, éventuellement vérifier une prise de médicaments, éventuellement répondre à un questionnaire simple, protocolisé sur des indicateurs de santé, je ne sais pas, température, poids, allure générale de la personne, sans être un personnel médical. Jusqu'où vous imaginez ces nouvelles compétences ou cette nouvelle décharge aussi de travail pour le personnel soignant? Alors, vous abordez deux sujets qui sont différents. Il y a celui de relever des données, c'est-à-dire, en gros, détecter des gens qui sont passés au travers des mailles du filet pour X raisons. On ne va pas s'étendre sur le sujet. En gros, deux types de populations, celles qui sont déjà pathologiques, non diagnostiquées, non prises en charge, et d'autres qui, dans la logique du gérontopole, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui sont non malades, mais pour lequel on pose un questionnaire, on s'aperçoit que la vitesse de marche est moins bonne, qu'ils ralentissent un petit peu, voilà. Et donc, c'est deux modèles différents. Bon. Le modèle de détection des gens qui vont très bien, mais qui fléchissent, voilà, très bien, on fait des diagnostics, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'on va leur demander d'avoir une activité pluridisciplinaire, d'avoir une activité intellectuelle, de marcher, et la meilleure de toutes, c'est l'activité sociale. Parce que pour aller voir les autres, il faut marcher. Quand on voit les autres, c'est culturel, on mange un petit bout. Donc on s'occupe de la nutrition, grand parent pauvre de la santé. Voilà, donc ça c'est un modèle particulier et on n'est absolument pas prêt, pas du tout organisé, et c'est sociétal. Vous allez au Venezuela, modèle sociétal totalement différent, grande maison centralisée, les enfants, les anciens s'occupent de faire les devoirs aux petits, leur apprennent à faire enfin voilà, c'est un modèle qui existe, qui est performant, qu'on pourrait s'inspirer d'ailleurs, très bien. Il y a ceux qui sont pathologiques, ceux qui sont passés à travers une maille du filet. Bon, très bien, détecté, et j'en fais quoi? Premier obstacle, ce que l'on entend, c'est que le médecin généraliste, c'est normal, il vieillit. C'est ça déjà. C'est le premier obstacle, c'est ça. Donc, la médecine générale est en train de se transformer, les jeunes sont plus à même d'eux. Bon, très bien, une fois qu'il est âgé, quel bilan je fais? Vers qui je me retourne? Qu'est-ce que je vais trouver comme solution autour de moi? Exercer de la médecine générale en province, enfin en brousse, comme on dit, et je vais retrouver quelle structure de santé? Elle ferme quand même progressivement, c'est de plus en plus difficile de trouver des médecins. Donc, oui, il y a des acteurs de santé, on peut leur faire des questionnaires. Je pense qu'il faut réfléchir à un système macro, comment on peut économiser l'expertise de chaque professionnel, que ce soit
une infirmière libérale, un médecin généraliste, graduer les prises en charge, c'est absolument fondamental et on y est, alors vraiment pas du tout. Après, vous avez parlé de l'autre chose qui est comment la technologie pourrait nous amener à mieux prendre en charge les gens. Par exemple, transporter des médicaments à domicile. Il y a dans les solutions innovantes un pilulier, voilà, j'y crois beaucoup parce qu'il y a énormément d'erreurs médicamenteuses qui entraînent des journées d'hospitalisation. Voilà. On a un gap entre voilà, des pharmacies qui sont de plus en plus en difficulté, qui ferment, loin des centres-villes, et on a cette difficulté de passer de la prescription au domicile. Donc, effectivement, les cônes d'ombre peuvent être comblés par de la technologie, là où en fait personne s'y trouve et où créer du lien entre l'un et l'autre, voilà, l'été l'alarme, voilà, tout ça c'est intéressant à condition d'organiser en définitive l'information. Charles, allez-y, je vais vous laisser le mot de la fin pour vous qui avez eu la gentillesse de rester avec nous, alors que je sais que vous avez une keynote dans quelques minutes. Plusieurs choses, on a beaucoup parlé sur cette scène à Castres ces dernières années de solutions de e-santé en parlant de technologie, et Dieu sait si on a vu de nombreux gadgets, plus ou moins utiles d'ailleurs, passer sous nos yeux. Petit à petit, on s'aperçoit que la Silver Economy, ça sera d'abord de l'humain, et de l'humain avant tout. Et deuxièmement, vous avez à juste titre souligné la question de la formation des médecins, et vous connaissez de longues lignées dans votre famille. Comment imaginez-vous la formation des médecins ou un transfert de charges demain, entre autres pour le vieillissement? I think we need to select doctors in a different way. This is quite an interesting subject. I was attacked in the British media for saying this. I was all over the front pages because I said we need to select doctors on the basis of their communication skills as well as their intellectual ability and academic ability. Because if I want to find the 7 tributaries of an artery, I can look it up, but I can't look up communication skills, the ability to talk and engage with an individual. And I was told I was devaluing the medical profession. I don't believe I was. I think this is the salvation of the medical profession. Because this is what we need to do. We need to reach out to people. Technology will do a lot of what we do. The future really is one around, as everyone described here, solidarity. We're in this together, and we have to find a way we're going to manage this. And there are going to be incredible difficulties because there are a lot of territories that we're stealing from each other. I'm doing some of the geriatrician work, and you're doing some of my work, he's doing some of your work, but that is going to happen. But I think because we are in such trouble, we'll have to find a solution. So I'm actually quite optimistic. On entre peut-être finalement dans le siècle qui arrive, le siècle de la co-faire, co-construire, co-imaginer, au-delà de nos différences. Merci à vous 4 pour cette table ronde.